Allô ? Le suspense est audible. Audible, appli de livres audio et podcast, est heureux de soutenir ce programme. Il est 16h et on arrive sur le lieu du crime, dans la zone commerciale où se situait l'entreprise Méthylance, l'entreprise du couple Hernandez. On est à Portet-sur-Garonne, grande surface, grand parking. Voilà. Je suis Adèle Imbert. Je suis Émilie Denêtre. On vous présente 1000 degrés, un podcast d'enquête sur l'affaire du colis piégé de Portet-sur-Garonne. On vient de se garer devant ce qui était l'entreprise Méthylance. On va regarder de plus près, puis on peut comparer avec les photos. Du coup. Déjà, le restaurant qui était juste à côté, ça a changé. Maintenant, ça s'appelle le Cabana. C'était un restaurant asiatique à l'époque. Ah d'ailleurs, t'as vu, c'est marrant. Ouais. Attention, site sous vidéoprotection, ce qui n'était évidemment pas le cas à l'époque. Donc c'est une entrée qui est dans un recoin sur la zone commerciale. Et on voit bien, quand on compare avec la photo, le jour de l'attentat. Ouais, c'est complètement désaffecté, mais tout est exactement pareil. Et là, sur la photo, on voit les vêtements complètement... Et je pense que les victimes ont dû s'arracher pour éviter de brûler totalement. Il y a plusieurs petites entrées. Tu as des passages qui font tout le tour du bâtiment. Tu peux très bien arriver là. Tu mets ta voiture en double fil là. Enfin, même pas en double fil, tu la gares là. Ouais. Si tu connais un peu les lieux, hop, tu passes soit par le petit passage là, soit par le petit passage là. Non, moi ça me paraît très facile. Moi, je suis épatée par le calme de cette zone commerciale. On est en plein après-midi, on est lundi. Et en réalité, là, les magasins sont ouverts, mais il n'y a même pas de passage, quoi. Donc, ils arrivent à 7h30 devant cette porte. Il y a le colis. Ils rentrent le colis. Monsieur Hernandez va débrancher l'alarme, lancer les machines. Madame Hernandez commence un peu à rentrer le colis à l'intérieur. Monsieur Hernandez arrive avec son tournevis cruciforme et commence un peu à ouvrir le colis. Il le tourne, tac tac. Il ouvre la deuxième vis. Le colis explose. On était donc à l'hôtel et on était le seul établissement ouvert avec quelqu'un à cette heure-là du matin. Et on a entendu crier, on a entendu une dame hurler. Et on est sortis et on entendait crier mon mari. On pensait qu'il y avait un problème avec un client. On a retrouvé monsieur et madame Pelata sur le parking en face des lieux du drame. Ils dirigeaient l'hôtel Octel, situé à quelques mètres de l'entreprise Méthylance. Ils sont les premiers à avoir vu les époux Hernandez juste après l'explosion.
On a vu cette dame qui avait pratiquement plus de vêtements sur elle, qui avait les collants qui étaient dans la chair, qui étaient fondus, etc. Elle hurlait de douleur. Et on l'a amenée dans la première chambre au rez-de-chaussée, la plus proche. Et elle nous a expliqué que son mari était encore dans le local. Donc mon mari, avec un client, a pris un extincteur. Et on est arrivé. En fait, le local, il est ici. On est venu en courant depuis l'hôtel, jusque-là. Combien de mètres à peu près pour que les auditeurs s'imaginent? 50 mètres. Au davantage. 150 mètres. Et quand on est arrivé là, tout était en flammes. On est arrivé à éteindre le feu. Quand on est ressorti, on a retrouvé le monsieur qui travaillait là, qui était par là au milieu de la cour, là. Tout avait cramé sur lui, sauf la ceinture des pantalons. Et c'est là qu'après je l'ai reconnu, moi, parce qu'ils étaient tellement amochés par l'explosion. La dame, c'est une dame qui avait les cheveux longs, une grande blonde, sympathique, avenante. Mon pauvre, elle avait tous les cheveux cramés, collés sur elle, c'était une horreur. Mais bien sûr, on a appelé immédiatement les pompiers, les gendarmes, etc. Tout le monde est arrivé, mais ils sont arrivés sur le temps normal, entre 20 et 25 minutes. Ça nous a paru une éternité. Et donc ils l'ont prise en charge, mais elle était vraiment tellement brûlée. C'était inimaginable de voir quelqu'un comme ça qui a plus de peau. Et je vous assure, c'est abominable. Et puis l'odeur, cette odeur les cheveux grillés, les vêtements grillés, ça a une odeur particulière, c'est horrible. Il avait même persisté dans la chambre après son départ pendant quelques jours. Et lui, il n'y voyait pas en fait. Il avait eu les yeux brûlés. Oui. Lui était perdu, donc c'est mon mari qui l'a raccompagné. Et après, tous les deux, ils ont attendu dans le hall que les pompiers et la police arrivent. Quoi. Voilà. Malheureusement, on voit ça assez souvent à la télé. Et c'est quelque chose qui nous choque. Mais quand vous l'avez vécu en direct, et bien après, quand vous le voyez à la télé, ça vous choque encore plus. Parce que lui, là, c'est plus du cinéma, ça rappelle des émotions de l'époque. Et c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Après avoir reçu le SMS de Joseph Hernandez, dans lequel il nous annonçait son refus de nous parler, on a beaucoup réfléchi avec Émilie. Doit-on insister ? A-t-on le droit d'insister ? Ne faut-il pas simplement s'en tenir à son refus ? Parce que M. Hernandez a vécu des choses traumatisantes, et son histoire n'appartient qu'à lui. Alors, qui sommes-nous en tant que journalistes pour venir remuer ce passé ? Nous avons finalement décidé de le rappeler une dernière fois, juste pour être fixés. Et il a décroché. Nous n'avons pas enregistré cet appel. Il fallait le rassurer, lui réexpliquer notre démarche, et pourquoi il était important pour nous, et pour vous les auditeurs, de comprendre sa version de l'histoire. Et il a finalement accepté de nous rencontrer. Nous reprenons la route pour aller le voir. C'est un vrai soulagement. Au téléphone, on l'a senti inquiet. On sait qu'il peut encore changer d'avis. Comment tu le sens là ? Je suis hyper contente d'avoir la possibilité de le voir, mais c'est vrai que j'ai de l'appréhension un petit peu. Il est quand même une pièce centrale et il faut qu'il puisse nous donner quand même des informations, qu'on puisse lui poser des questions. Il faut qu'il y ait ce lien qui se tisse, que ce soit hors micro ou au micro. Donc là, je pense qu'on est vraiment tout près, quoi. Il y a un centre équestre pas loin. Ok, donc c'est un lotissement. Ah, il nous attend. Il nous attend. Il nous a fait un grand signe de la main. Il avait son téléphone à la main. Petit pull et chemise bleue. Lunettes et cheveux blancs. Bon, on va peut-être éteindre le micro. Ça va là ? Oui. Ah bah super. Bonjour monsieur. Vous mettez contre la grise là. Ok. Il nous invite carrément à rentrer chez lui. On est sur le pas de la porte. Ce qui me frappe tout de suite quand je rencontre Joseph Hernandez, ce sont ses mains. La peau greffée sur ses doigts est craquelée, et les cicatrices des brûlures sont encore visibles. Il nous reçoit avec sa nouvelle compagne. Dominique Hernandez, sa première épouse, est décédée en 2011, des suites d'un cancer. Très vite, on aborde ses souvenirs de l'explosion. J'ai cru que j'allais y passer. C'est ma femme, quelque part, qui m'a un peu réveillé, parce qu'elle me fait « Jo, tu n'as pas le droit de te laisser aller.
Là, j'avoue que ça m'a sauvé. Parce que là, jusque-là, j'avais pas mal, je ne sentais pas les brûlures. Pourtant, j'étais bien brûlé, mais je ne sentais pas les brûlures. Mais quand elle m'a dit ça, on dirait que je me suis réveillé. Du coup, j'ai senti les brûlures. Là, ça m'a fait mal. Là, j'ai vraiment ressenti les brûlures. Sinon, je ne les ressentais pas. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Hein. Quand je suis parti de Medilens à l'hôtel, il me restait que les slips et les chaussures, je crois, et les chaussettes. J'avais la ceinture, tout le reste avait brûlé, mon pull avait brûlé, mon pantalon avait brûlé, mes cheveux avaient brûlé. Mes mains se décomposaient, là, il y avait la peau qui pendait. Pas joli à voir. À un moment donné, vous voyez les enquêteurs, les gendarmes. Quand il y a eu l'explosion, une fois que les ambulances nous ont pris, nous ont amenés à l'hôpital Rangueil, les gendarmes sont venus de suite. Hein. Les gendarmes sont venus, nous ont questionnés. Et là, je lui ai dit, bon, mais maintenant, vous savez qui c'est Massé. Et ma femme, ils l'ont interrogé aussitôt, hein, comme moi. Elle a fait exactement comme moi. Pareil, sans qu'on se consulte. Et puis après, ils nous ont mis sous le coma. On est resté dans le coma, je ne sais plus, 3 semaines, je crois. Est-ce que vous pensez que le colis, il était destiné à tuer ? Est-ce qu'on a voulu vous tuer ? Ah oui. Le colis, c'était... Il y avait des clous, des vis et tout. C'était pas pour blesser, hein. C'était vraiment pour tuer. Pendant plusieurs semaines, personne ne sait si Joseph et Dominique Hernandez vont s'en sortir. Leurs 2 fils n'ont même pas l'autorisation de les voir à l'hôpital à cause des risques d'infection. Joseph et Dominique Hernandez ont été brûlés sur tout le corps au 3e degré. Ils sont méconnaissables. On avait la tête qui avait triplé de volume, on avait les peaux qui pendaient de partout, puis l'odeur de... Je crois que c'est l'odeur, c'est ce qui m'est resté le plus longtemps. Ça m'arrive même encore. Vous voyez mon pouce a brûlé. Des fois, quand je me range l'ongle, je sens l'odeur. Quelle odeur ? L'odeur de la chair brûlée. Ça fait une odeur, un peu quand on fait cuire les plumes d'un poulet sur le gaz, ça sent une odeur de chair, c'est affreux. Pendant plusieurs années, je faisais des cauchemars, même à l'hôpital. Des cauchemars qui revenaient... Tous les soirs. Je me voyais dans un genre de château, avec une grande salle où il y avait plein de femmes et d'hommes qui dansaient. Et puis d'un seul coup, je me voyais avec une citrouille sur la tête. Avec du feu, comme Halloween, éclairé par-dessous, quoi, hein. Et je voyais tous les gens, du coup, tous les gens qui avaient le feu à l'intérieur de la citrouille, ça, ils dansaient, puis d'un seul coup, je voyais le mur de la cloison, hein. Il commençait à rougir, et alors là, je me réveillais en sursaut, je voyais le mur fondre. Joseph Hernandez est né en 1954 à Oran, en Algérie. L'Algérie est alors française. Quand il nous parle de son enfance, il parle de souvenirs heureux des dunes du Sahara et de siestes à l'ombre. Au moment de la décolonisation, son père est muté à Toulouse. Toute la famille part s'y installer. Quelques années plus tard, à 18 ans, il rencontre Dominique, au foyer des jeunes de la ville. Elle veut organiser une boum pour ses 16 ans. Il joue les 10 jockeys d'un soir pour elle et sa bande de copines. Ils ne se quittent plus et parlent déjà de mariage. Mais les parents de Dominique sont contre, il faut attendre la majorité de leur fille. Entre-temps, Joseph rate son bac et part faire son service militaire. À son retour, en 1974, ils se marient et leur premier enfant, Yannick, naît 1 an plus tard. Joseph doit trouver un emploi. Il enchaîne les petits boulots et tombe sur une annonce. L'entreprise Medicornea recrute. Un job de mécanicien dans une société de fabrication de lentilles. Il tente. C'est là qu'il rencontre Daniel Massé, embauché lui aussi quelques mois plus tard. Et qu'est-ce qui a fait que, quand vous avez rencontré Daniel Massé,
qu'il est devenu plus qu'un collègue et même un ami à un certain point. C'était un ami, mais pas tout à fait un ami. On avait l'habitude tous les ans de se rencontrer pour la période de Noël, au moment des cadeaux des enfants. Donc une fois que le Père Noël était passé dans l'entreprise, qu'ils avaient offert les cadeaux aux enfants, soit chez lui ou soit chez moi, on s'invitait à manger et on passait la journée ensemble. Mais c'était... sinon, après, en dehors... il est arrivé que Daniel Massé vienne manger le midi chez moi. Mais bon, c'était en général... le couple, on se côtoyait surtout en fin d'année, quoi. Et pourquoi avec lui en particulier, pas avec d'autres collègues ? Non, pas du tout. On était... on peut pas dire amis, hein. On était surtout des copains, mais bon, on peut pas dire amis. Et comment vous le décririez, justement, Daniel Massé ? Ses qualités, ses défauts ? Il est très technique. Il a des qualités, c'est vrai qu'il est ingénieux. On l'appelait MacGyver parce que bon, il est très, très débrouillard. Il est très bricoleur, très technicien. Mais par contre, c'était un têtu, très macho et colérique aussi. Lorsqu'il apprend que Joseph et Dominique lancent leur propre entreprise de fabrication de lentilles, Daniel Massé leur propose son aide. C'était en 1990. Daniel Massé est en phase de transition professionnelle. Son licenciement de Midi-Cornéa se termine au Prud'homme. Il passe ses week-ends avec les Hernandez pour développer Medilens. J'ai décidé de me monter à mon compte. C'est vrai que Massé, lui... il a toujours voulu monter son entreprise de fabrication de lentilles de contact, mais par contre, il n'a jamais rien fait, quoi. Il avait des machines qu'il avait retapées en maintenance, qui devaient être jetées à la poubelle, qu'il récupérait, qu'il arrangeait et qu'il emmenait chez lui. Un jour, il me téléphone et puis il me dit « Bon, écoute, Jo, si tu veux, moi je t'aide gratuitement et bénévolement à mettre en place ton entreprise. Alors je serais content de pouvoir t'aider. » Alors il est venu quelques dimanches, à peu près 5-6 dimanches d'affilée. Et puis par la suite, il m'a proposé son matériel. On a retrouvé Daniel Massé chez lui. Il est sorti de prison depuis un peu plus d'1 an. Il a passé 15 ans au centre de détention du Muret, au sud de Toulouse. Quand il nous reçoit, il est en plein déménagement. Sa période probatoire vient de se terminer. Il va enfin pouvoir quitter son HLM dans le quartier du Mirail. Petit, chauve, jogging, basket, sourire jauni par le tabac. Le 20 mai 1990, Daniel Massé envoie une lettre aux époux Hernandez. On a retrouvé la lettre dans le dossier. Le ton est amical, elle commence d'ailleurs par « Cher Jo ». Il propose de leur revendre ses machines à prix canon, écrit-il, afin d'assurer le bon développement de l'entreprise. Bon, il ne pouvait pas tout m'acheter, il m'a acheté 2 ou 3 trucs, une polisseuse et puis quelques bricoles, je ne me souviens plus, c'est ancien. Et voilà. Et après, il me faisait peine parce qu'il faisait ça dans son garage avec les moyens du bord. Et j'ai dit, écoute, moi je peux te filer un coup de main comme ça parce que je suis altruiste. Et ça, il y a des gens qui s'imaginent que ça n'existe plus. Mais il y en a des altruistes. Et je l'ai été. Et donc j'ai prêté le matériel que j'avais, voilà. Avec Émilie, on veut comprendre le litige avec les époux Hernandez. Les éléments dans le dossier ne sont pas très clairs, et pourtant, c'est bien là que commence l'affaire. Cette histoire de prêt de machine qui finit mal, c'est le mobile. C'est la raison pour laquelle Dominique et Joseph Hernandez n'ont jamais douté de la culpabilité de Daniel Massé. D'après ce que l'on comprend, au mois d'octobre 1991, un peu plus d'1 an après la création de Medilens, l'entreprise du couple Hernandez, Daniel Massé et Dominique Hernandez signent un contrat avec 3 options. Le couple Hernandez s'engage soit à céder des parts de leur société à Daniel Massé une fois que celle-ci sera développée, soit à lui racheter les machines prêtées, soit ils rendront les machines en l'état à Daniel Massé. A priori, l'accord est plutôt clair. Pourtant, 4 ans après la création de l'entreprise, Daniel Massé n'a pas été intégré à Medilens. Et il a surtout besoin d'argent.
Il est au chômage depuis quelques semaines et il veut voir l'accord se concrétiser d'une manière ou d'une autre. Une dispute éclate. On est en mars 1994. C'est houleux, cette conversation où vous lui dites « faut me payer », ça se passe comment ? Ils ont rouspété, elle, c'est devenu une tigresse, j'ai rien compris. Ça s'est passé de façon houleuse après, quand je lui ai dit qu'il n'était pas question qu'il s'occupe ni de la gestion ni du commercial. S'il voulait rentrer, il serait en tant qu'ouvrier en fabrication. Et là, pour lui, ça n'était pas question. J'ai dit, écoute, j'ai la petite perceuse que je t'ai prêtée là, il y a un mois de ça, je veux la récupérer puisque j'en ai besoin. J'ai pris ça sous le bras et j'ai dit au revoir. Il s'est mis en colère, je me suis mis en colère et je lui ai demandé de quitter de suite la maison parce que sinon je allais lui mettre ma poêle sur la gueule. Voilà. Donc il est parti de suite. J'ai horreur des disputes, la discorde, ça met mal à l'aise, j'aime pas ça. Donc j'avais juste dit, tu me payes le matériel ou tu me le rends. Mais bon, je rappelle quand même qu'il avait décidé de venir m'aider bénévolement et gratuitement. Il n'était pas question ni de rentrer dans la société, ni quoi que ce soit. Je leur avais dit qu'ils n'étaient pas corrects au téléphone. Et elle l'a rappelé, Madame Dominique Hernandez. Je savais que c'était eux qui appelaient pour me saouler. Tout simplement parce que lui aurait voulu monter une société comme la mienne et il n'a jamais eu le courage de le faire. C'était sa seule raison pour laquelle il est venu m'aider au départ. Donc c'est ma fille aînée qui a décroché et j'ai dit si c'est les Hernandez, tu dis que je suis pas là. Et voilà, et elle a dit à ma fille, ouais, si ton père est pas content, il a qu'à porter plainte, on le suivra. Je vais appeler le gendarme Hazard, qui était le gendarme qui a pris la déposition de plainte du couple Hernandez contre Daniel Massé dans le cadre du litige financier lié au contrat entre 1990 et 1991. Daniel Massé a bien déposé plainte contre le couple Hernandez pour faux et usage de faux. Il réclame 30 000 francs pour la vente des machines et accuse Dominique et Joseph d'avoir trafiqué le contrat d'origine. Le gendarme qui a recueilli sa déposition ce jour-là a accepté de nous parler. Oui, allô ? Oui, bonjour Monsieur Hazard, c'est Adèle Imbert. Oui, bonjour. C'est très gentil de prendre un peu de temps. Est-ce que ça vous convient maintenant ? Ouais. Ah oui, pas de problème. Alors j'enregistre l'appel, comme ça, ça me permettra d'utiliser après, cette matière-là. Vous ferez le tri. Voilà, merci. Donc oui, moi ce qui nous intéresse, sont vos souvenirs du différend financier entre le couple Hernandez et Daniel Massé. Je sais que ça date, mais... Ça date de plus de 20 ans. Il y a eu un différend, je crois que c'était un différend pécuniaire entre les deux, et la famille Hernandez a fait valoir un écrit que M. Massé aurait signé avant qu'il ne s'associe, entre guillemets, et M. Massé pensait que ce document était un faux. C'est ça. Bon, j'ai fait la procédure et quelques semaines après, c'était un peu avant les fêtes de fin d'année, il y a eu le colis qui a explosé. Et vous, du coup, à ce moment-là, déjà, comment vous apprenez qu'il y a un colis qui a explosé devant Métilance ? J'arrive le matin à 8h à la brigade et c'était le branle-bas de combat. On m'a dit, Hazard, tu prends une voiture et tu vas là-bas, la section recherche va impérativement te voir. Donc j'arrive là-bas, on m'a expliqué la situation et c'est monsieur et madame Hernandez qui, avant d'être évacués sur l'hôpital, ont dit « Monsieur Hazard est au courant de tout, il pourra tout vous expliquer ». Et vous, quand vous arrivez sur les lieux du crime et que vous apprenez que c'est monsieur et madame Hernandez qui sont les victimes, est-ce que vous faites immédiatement un lien avec Daniel Massé ou pas à ce moment-là ? Dans ma tête, j'ai fait le lien. C'est tout à fait personnel, on est très clair. J'ai fait le lien car à la fin de la procédure préliminaire que j'ai faite, j'ai bien posé la question à monsieur Massé, que comptez-vous faire ? Et là, il m'a dit, je sais pas, je vais réfléchir. Bon, ça n'a pas été acté, mais ça, je m'en souviens tout à fait, et c'est tout. Après, il a fait ce qu'il a estimé opportun de faire. Oui, donc vous, ça ne posait aucun doute que c'était Daniel Massé. Pour moi, non. Pour moi, non. Dès le début. Pour moi, dès le début. C'est une intime conviction. Après, rester à étayer cette conviction.
Là, c'est très intéressant ce que nous dit le gendarme. À partir du moment où il a eu une intime conviction, l'enquête a surtout consisté à trouver des preuves contre Massé pour étayer cette conviction. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de la personnalité de monsieur et madame Hernandez d'un côté et puis de Daniel Massé? Monsieur et madame Hernandez, c'est un couple que j'ai trouvé superbe, qui s'adaptait très très bien ensemble. Ils ont toujours été très sympathiques. Il y a eu un bon contact dès le départ. Mais monsieur Massé, je l'ai toujours pensé... Allez, comment faire? Calculateur. Voilà, le terme le plus approprié et le moins négatif serait calculateur. À quoi vous êtes fait cette idée de lui? Aux réponses qu'il me donnait quand j'ai fait la procédure. Dès le départ, j'avais l'original sous les yeux. Et lui, il tiquait sur les signatures. Donc, dans un premier temps, je l'ai laissé parler et je ne lui ai montré le document que quelques jours après. Et ça remonte à plus de 20 ans quand même. Oui, bien sûr, vos souvenirs sont bons. Hein. Mais c'était quand même une procédure assez particulière. On se souvient quand même des dossiers particulièrement graves. La procédure que vous aviez entamée, ça a été comme une pièce de puzzle après l'explosion, en fait. Oui. Pour moi, c'est la procédure qui faisait le lien entre l'explosion et la personne soupçonnée. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a vraiment quelqu'un, l'une des deux parties, qui a voulu duper l'autre? Quand le document a été signé, je ne pense pas que quelqu'un ait voulu duper l'autre. Je pense simplement que M. Massé avait totalement oublié les termes exacts de ce document, qui datait de quelques mois, voire quelques années avant. Hein. Et du coup, il aurait été de mauvaise foi. Voilà, je pense qu'il était de mauvaise foi et il n'a pas accepté d'avoir perdu. Confronté aux documents originaux, Daniel Massé retire sa plainte à la fin du mois de novembre 1994. 2 semaines plus tard, le 16 décembre, en début d'après-midi, les gendarmes arrivent au lycée Bellevue. Daniel Massé surveille un examen dans la salle 204. Il y a un monsieur qui me dit « Monsieur Massé, il y a eu un attentat chez les époux Hernandez, on voudrait vous interroger à ce sujet. » Et ils m'ont dit de venir avec eux. On est allé à Castanet, ils ont perquisitionné. J'ai de suite compris. Les Hernandez m'accusent. Et après, je me suis dit, malheur, je suis bricoleur. Je peux faire une maison, des fondations, jusqu'au fêtage de la cheminée. J'ai fait des paysages en sable, je fais des bougies fantaisie, j'ai fait des échecs, je faisais du black, donc clôture, terrasse, carrelage. Je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Et ça m'a porté un préjudice énorme. J'aurais été quelqu'un ne sachant pas planter un clou, ça aurait été différent. Mais je me suis dit, si on m'accuse d'un colis piégé, je suis bricoleur, je suis technicien. Il me parle d'un mobile contre les Hernandez alors que j'avais la tête complètement ailleurs, dans mes péniches, et les bougies pour Noël. Vous savez que je me suis même à un moment posé la question, pendant la garde à vue, de me dire, mais j'ai jamais été somnambule, je ne peux pas être somnambule. Vous pensez que vous étiez le coupable idéal? Je l'ai de suite compris, oui. J'ai été présumé coupable comme dans l'affaire d'Outreau. Oui, j'ai toujours été présumé coupable. Moi, là, comme ça, à première vue, j'ai un peu l'impression que Daniel Massé, c'est un peu un grand frustré, qui a voulu créer sa société, qui n'avait pas le capital pour le faire et qui, du coup, n'y arrive pas. C'est pas une super période pour lui, il y a un peu de frustration. Ouais, qui a bossé comme un chien pendant 15 ans dans une entreprise de fabrication de lentilles, qui a des problèmes sur la fin de son contrat, il y a une rupture, lui il estime qu'il y a une rupture abusive du contrat. En parallèle, il y a ses anciens collègues, le couple Hernandez, qui arrivent à créer leur entreprise de fabrication de lentilles. Lui, du coup, il espère pouvoir se greffer au projet de Medilens. Et finalement, ça capote parce qu'il a le sang chaud et que ça l'énerve. Il y a eu probablement une incompréhension sur les termes du contrat et sur dans quelles conditions il pourrait effectivement obtenir des parts de la société. On comprend qu'il nous reste des choses à éclaircir sur le contrat passé entre les Hernandez et Daniel Massé. Il y a des zones d'ombre sur cet accord et même plus largement sur la nature de leur relation. On a vraiment le sentiment que tout n'est pas aussi clair et aussi simple que ce qu'on essaie de nous laisser croire. On se demande si c'est juste un malentendu au moment de la rédaction du contrat, une erreur ou une tentative d'arnaque.
Cet épisode a été écrit par Adèle Imbert et Émilie Denêtre. Vincent Guillot est notre réalisateur. Il a composé la musique originale de cette série. Stéphane Berthomet est notre consultant. 1000 degrés est une série produite par Insider Podcast. En attendant le prochain épisode, venez découvrir des éléments du dossier et des photos de l'enquête sur le compte Instagram de 1000 degrés et sur notre site www.insider-podcast.com. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager et mettre des étoiles sur votre application de téléchargement. Merci, à lundi!